Les comptes du Parti communiste pour l'actualisation des mesures du programme commun. Gaston Defferre, d'accord ou pas d'accord? Gouvernement, députés de la majorité cherchent un compromis à l'Assemblée nationale. La taxe professionnelle, un vrai casse-tête. C'est décidé, FO fera une grève générale le 24. Quand? Peut-être le 24 avec la CGT, la CFDT et la FEN. 6 Français enlevés à Zouérat, le délégué pour l'Europe du Front Polisario, s'explique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous le laissions entendre hier soir. C'est le 24 mai qu'aura lieu cette grève générale interprofessionnelle annoncée au départ par la CGT, la CFDT et la Fédération de l'Éducation nationale. Mais le deuxième élément nouveau aujourd'hui, c'est que Force ouvrière, à son tour, lance un ordre de grève pour le même jour. La Confédération d'André Bergeron, qui ouvrait aujourd'hui son congrès annuel à Vichy, ne s'associera pas aux manifestations de rue prévues le 24 mai, mais a décidé quand même de marquer le coup pour affirmer son attachement à la liberté de négociation. J'ai donc mandat de proposer au 13e congrès de la CGT Force ouvrière d'appeler tous les salariés de ce pays à observer une grève générale interprofessionnelle de 24 heures pour défendre la liberté de négociation. Déçu par l'échec de la politique contractuelle, poussé par une base de plus en plus combative, un peu contre son gré, Force ouvrière se jette donc dans la bataille. Cela n'était pas arrivé depuis 1964. Mais André Bergeron, acclamé par les 2000 délégués de Vichy, veut préserver son indépendance. Pas question d'unité d'action avec les autres syndicats. La journée du 24 n'est pas une opération politique. Nous avons des difficultés et nous essayons, par les moyens syndicaux traditionnels, de vaincre ces difficultés. Mais après la grève, nous avons bien l'intention de retourner voir M. Barre pour à nouveau tenter de le convaincre du bon sens, à savoir de modifier l'attitude qui a été la sienne jusqu'à maintenant en vue de permettre que nos organisations parviennent à des accords. C'est un comportement syndical normal. Mais je voudrais insister sur le fait que nous ne sommes motivés par aucune considération d'ordre politique ou gouvernementale. Nous aurions la même attitude avec un gouvernement de la gauche si la liberté de négociation était en cause. Mais vis-à-vis des difficultés actuelles de la vie politique française, cette grève du 24, elle a quand même valeur de symbole. C'est l'unité retrouvée au sein des syndicats. On ne peut pas empêcher les gens de tirer des conclusions. Moi, je dis ce qui est. Dans notre esprit, nous avons jugé nécessaire de faire cette action parce que nous voulons défendre la liberté de négociation. Mais tout ce qu'on pourra dire autour ne repose pas sur la réalité. Reste à savoir si le poids personnel de M. Bergeron est encore suffisant aujourd'hui pour renouer le dialogue avec le gouvernement de M. Barre. Oui, la CFDT et la CGT ont aussitôt applaudi à l'initiative d'André Bergeron. Ce sera une grande journée, a dit Georges Ségui. L'UNEF s'associe au mouvement et la CGC décidera samedi de sa position, de même d'ailleurs que la CFTC. Voilà donc un écueil supplémentaire sur la route de Raymond Barre qui, ce matin, avait dû faire face à nouveau à la fronde des députés de la majorité. Il s'agissait cette fois du texte gouvernemental sur la taxe professionnelle. Mais plutôt que de provoquer un clash, de nouvelles tensions entre Matignon et le RPR, le ministre Robert Boulin a négocié en douceur. Il a demandé au gouvernement de retirer son projet de loi et de le représenter amendé demain. Alors, Daniel Brem, donc, la guerre de la taxe professionnelle n'aura pas lieu. Eh bien non. Et la fièvre soulevée par cette affaire la semaine dernière a fondu comme neige au soleil. Monsieur Boulin s'est multiplié sur tous les fronts, de petits déjeuners en déjeuners, de réunions de groupe en réunions de présidents. Avocat dans le civil, il a négocié toute la journée avec le RPR, les réformateurs et les républicains indépendants, un accord sur un texte de compromis. On n'avait pas vu depuis longtemps dans les couloirs, messieurs Chinot, Lejeune et Labbé, la main dans la main et la majorité aussi unanime. Et M. Boulin a même trouvé un coupable pour le mauvais calcul de la répartition de ce texte. C'est l'ordinateur qui n'est pas intelligent. Et M. Boulin, conciliateur jusqu'au bout, a aussi fait observer que la formule retenue pourrait être revue d'ici 2 ans avec l'ensemble de la fiscalité locale. Daniel Brem, quand est-ce que les députés vont-ils se prononcer? Eh bien, mardi prochain à 16 h, sur un texte qui ne laisse ni vainqueur ni vaincu et qui a considérablement assaini et détendu l'atmosphère.
D'ailleurs, ce même jour, Raymond Barre, dans une interview publiée par le journal Elle, affirmait que le gouvernement ne laisserait pas grignoter son autorité et n'acceptera pas la mise en liberté surveillée dont a parlé François Mitterrand. Chacun prendra ses responsabilités, a ajouté Raymond Barre, en faisant visiblement allusion au RPR. Mais revenons au texte proprement dit. La taxe professionnelle, vous devez commencer à le savoir depuis le temps que le projet est en gestation, c'est une taxe destinée à remplacer l'ancienne patente. Alors voyons ce que le gouvernement propose pour remédier aux inconvénients d'un impôt assez impopulaire. La patente, trop impopulaire, a été supprimée en 1975 pour un autre impôt, la taxe professionnelle, destiné lui aussi à approvisionner les caisses des collectivités locales. Ce devait être un impôt plus juste, plus moderne, plus simple. Calculé sur une partie des salaires versés par les entreprises et sur la valeur locative des murs et des équipements, la taxe professionnelle devait être surtout un impôt moins lourd pour les petites et moyennes entreprises. Mais, aux surprises, pour une entreprise sur 4, les plus grosses, la facture était souvent multipliée par 2, 3, 4, 5 ou 7. Du coup, la protestation s'est organisée, Chambre de commerce et CNPF en tête, et le gouvernement dut faire machine arrière en décidant qu'en 1976, le relèvement de l'impôt payé au titre de la taxe professionnelle ne pourrait pas excéder 170% de l'ex-patente. 2 jours avant le débat Mitterrand-Barre, les communistes viennent de mettre un chiffre en face du programme commun. Près de 500 milliards de francs de dépenses globales d'ici à 1980. C'est ce que révèle ce matin l'Humanité. Un chiffre qui paraît assez gros, en tout cas lourd à supporter pour les entreprises. Près de 350 milliards de francs. Mais détaillons ces chiffres. Combien de fois n'a-t-on pas répliqué aux propositions économiques du Parti communiste? Combien ça coûtera? Qui paiera? Aujourd'hui, il le dit et il l'imprime dans l'Humanité de ce matin. D'abord, le niveau de vie des Français. Le SMIC passerait à 2200 francs, le pouvoir d'achat moyen des salaires augmenterait de 10%, le minimum vieillesse serait porté à 1200 francs. Les allocations familiales seraient revalorisées. Coûte 313 milliards de francs, un peu plus que le budget de l'État en 1977. Qui paierait? Les entreprises. Elles supporteraient l'essentiel de l'augmentation des salaires et des cotisations sociales. Pour l'État et les collectivités locales, la facture serait de 149 milliards de francs. Le Parti communiste se donne d'ici à 1982 pour revenir à une situation de plein emploi. Pour le PC, 2 conditions: nationaliser les entreprises déjà désignées et revenir à une croissance de 6% l'an. Et oui, 500 milliards de francs, Gaston Defferre, c'est une facture énorme. Le PC vous a un petit peu mis devant le fait accompli. Certains parlent de pot de banane même. Le Parti communiste a publié les chiffres qui ne sont pas ceux du programme commun, qui sont les chiffres des propositions communistes. Je ne ferai aucun commentaire sur ces chiffres. François Mitterrand, après-demain, va avoir un débat très important avec M. Barre. Il appréciera s'il doit traiter ce sujet et comment il doit le traiter. Et ça veut dire que vous avez d'autres chiffres? Non, je ne vous dis simplement, je crois que, vous savez, dans la vie, le plus simple est de dire les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas parler de ce sujet ce soir. Je considère que je n'ai pas à en parler. Si François Mitterrand estime devoir le faire, jeudi, il le fera. Mais alors il y a un programme commun, mais des chiffres qui, eux, sont particuliers. Nous sommes dans une période qui est ce qu'on appelle la période de réévaluation, d'appréciation du programme commun. Bien, chacun peut avoir, dans cette période préparatoire, un certain nombre d'idées, avancer un certain nombre de chiffres. Quand nous nous serons réunis, c'est mardi prochain qu'a lieu cette réunion, vous le savez, nous serons amenés à discuter et à décider, comme nous l'avons fait en 1972. D'ici là, les positions prises par les uns et par les autres n'engagent que ceux qui les prennent. Il n'aurait pas mieux valu attendre quand même cette négociation avant de publier des chiffres? Ou au moins vous prévenir de la publication, vous les avez appris dans l'Humanité. Vous savez, les partis politiques ont chacun leur autonomie. Regardez ce qui se passe dans la majorité. Tout à l'heure, j'écoutais Danielle Brem, elle présentait la fin de la journée, mais vous avez présenté ce qui s'est passé dans le courant de la journée. Vous auriez vu les partis de la majorité s'affronter comme ils se sont affrontés
il y a quelque temps, quand M. Barre a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Ils se sont quasiment insultés. Alors nous, ce n'est pas du tout le cas. Nous, chacun de nous, avant la rencontre, peut présenter un certain nombre de documents, et puis, ensemble, nous travaillerons, et comme nous le faisons d'habitude, j'en suis convaincu, nous nous mettrons d'accord. Gaston Defferre, sans parler de chiffres, est-ce que vous croyez qu'il y a autant de gâchis dans l'économie française que ne le dit le Parti communiste? Vous êtes vous-même un chef d'entreprise. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup, effectivement, et je pense que les choses pourraient aller beaucoup mieux. Je constate en tout cas que ce gouvernement, à la tête duquel il y a, nous dit-on, le meilleur économiste de France, n'a pas réussi, ni dans le domaine du chômage, ni dans le domaine de l'inflation, ni dans le domaine de l'équilibre budgétaire. Rappelez-vous, M. Barre avait annoncé qu'il n'y aurait pas de déficit. Il y a déjà 10 milliards. Ni dans le domaine du commerce extérieur. Alors, vous savez, ils n'ont pas beaucoup de leçons à recevoir de ces gens-là. Pour résorber le chômage, il faudrait combien de temps? Pour résorber le chômage, il faudra un certain temps. Ça dépendra bien entendu des mesures qui seront prises. Certaines mesures peuvent avoir un effet immédiat. Dans le domaine des travaux publics et de la construction, par exemple, si on débloque les crédits, si à nous, par exemple, municipalité, on nous accorde des subventions et on nous permet d'emprunter, nous pouvons très vite lancer de grands projets et par conséquent accélérer la reprise. Dernière question, Gaston Defferre, vous parliez des difficultés de la majorité, parlons un petit peu de vos problèmes au sein du PS, vous voulez réduire le CRS au silence? Non, pas du tout. Le Parti socialiste est un parti démocratique, dans lequel chacun s'exprime librement. Il y a des courants de pensée, il y a le courant numéro 1, il y a le courant numéro 2. Nous proposons la démocratie à la France, nous en donnons l'image, nous-mêmes. Dans le passé, au congrès de Grenoble, la synthèse s'est faite au cours du congrès. Au congrès de Pau, la synthèse ne s'est pas faite et le CRS a continué à exister. À Nantes, la synthèse se fera-t-elle, ne se fera-t-elle pas? Je n'en sais rien. Ce qui est important, c'est que chacun puisse s'exprimer librement. On vous retrouve à Nantes. Merci Gaston Defferre. L'étranger, au moment même où s'achève la visite officielle du ministre Robert Galet en Mauritanie, Antenne 2 est en mesure de diffuser une interview exclusive, celle de l'un des dirigeants du Front Polisario qui ont enlevé il y a une semaine 6 Français au Sahara. Dans cet entretien recueilli anonymement pour des raisons de sécurité par Bernard Benjamin, le Polisario va plus loin. Nous aurions pu les tuer, dit-il, et nous pourrions recommencer. Nous nous sommes attaqués à Zouérat Fortification, qui constitue actuellement une base de départ d'agression, puisqu'il s'y trouve d'importantes concentrations de troupes maroco-mauritaniennes qui perpètrent le génocide et le crime contre notre pays, contre notre peuple. Mais il y avait des Donc civils. c'est là un objectif militaire et économique. Donc il y avait des civils également à Zouérat, il y avait des Français. Vous le saviez? Absolument. Il y en a 2 qui sont morts, 6 autres qui sont portés disparus. À Zouérat, nous avons épargné les civils. Et si nous avons voulu leur faire du mal, on aurait pu le faire. Ce que nous avons évité à tout prix. Alors ces 6 Français qui sont disparus. On se préoccupe du sort des Français, mais s'étant préoccupé jusqu'à présent du sort de tout un peuple chassé de chez lui, victime d'un génocide, agressé par le Maroc et la Mauritanie. À quoi j'ajoute, nous avons réitéré à maintes reprises des avertissements à l'intention des étrangers, des intérêts étrangers, dans des zones de guerre. Nous leur avons demandé que ni le Maroc ni la Mauritanie ne sont à même de garantir les intérêts étrangers et moins encore la sécurité de ressortissants étrangers. Est-ce que cela veut dire que Zouérat est la première d'une série d'attaques contre des positions françaises au Maroc ou en Mauritanie? Nous nous attaquons au Maroc et à la Mauritanie qui ont agressé notre pays. Et nous pouvons dire que tous les intérêts, que tout ce qui a trait à l'agression contre le peuple sahraoui ne pourrait être que combattu par celui-ci. Cela veut dire que vous allez recommencer? Cela veut dire que nous allons continuer notre combat, mais que nous n'avons l'intention d'agresser personne, de toucher personne.
J'ai là toute une série de télégrammes étrangers très significatifs. D'abord, le retour en Espagne de celle que l'on appelle la pasionaria Dolores Ibarruri, une vieille dame de 82 ans maintenant, en exil depuis 40 ans à Moscou. Madrid vient de lui permettre de rentrer, elle reviendrait en Espagne peut-être à la fin de la semaine. L'arrestation du révérend Paisley, l'un des chefs des extrémistes protestants de l'Irlande du Nord, il avait été interpellé sur une barricade et on l'a relâché dans la journée. Le démenti de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, nous ne sommes pas prêts à reconnaître l'existence de l'État d'Israël, tout cela est prématuré. Et puis la libération de l'écrivain contestataire roumain Paul Goma. Et puis Londres, toujours les sommets, les chefs d'État et de gouvernement n'en finissent pas de se voir et de se revoir. Nous en sommes aujourd'hui au Conseil de l'OTAN, avec toujours en vedette l'Américain Jimmy Carter. La France, elle, n'est représentée que par son ministre des Affaires étrangères. Au menu des travaux de l'OTAN, une meilleure coordination des différents pays en matière d'armement, mais sans que cela se traduise par une suprématie américaine. C'est le 4 avril 1949 que le traité de l'Atlantique Nord a été signé à Washington. Aujourd'hui, 15 nations font donc partie de l'OTAN. La France fait partie de l'OTAN, mais depuis le 10 mars 1966, elle s'est retirée de l'organisation militaire. C'est pourquoi, ici à Norfolk, où se trouve le commandement en chef de la marine, le drapeau français est absent au moment de la levée des couleurs des pays de l'OTAN. Mais ici, il y a une liaison militaire française dont on ne verra pas les officiers pendant notre visite. Relation cordiale mais stricte, donc, entre Américains et Français, car ceux-ci rejettent la tutelle des premiers. Relation pas très facile avec les autres alliés, l'Angleterre par exemple. Cet avion est anglais, il s'appelle le Harrier, et il illustre bien la collaboration entre les deux frères anglo-saxons. Mais aujourd'hui, au mois de mai 1977, les Anglais sont confrontés au problème AWACS. L'avion américain AWACS, qui sera prêt en 1980, est un avion radar avec 17 radars de contrôle. Les Anglais veulent faire leur propre armement parce que nous voulons éviter un problème de chômage dans nos grandes usines de munitions. Mais techniquement et technologiquement, peut-être nous ne serons pas capables. Ainsi, nous allons créer des avions comme les avions Nimrod, qui ne sont pas aussi bons que les avions américains. 27 appareils et le système AWACS ont été adoptés par les ministres de la Défense de l'OTAN, mais... Les Anglais vont construire l'avion Nimrod. C'est un avion radar, mais utilisable seulement sur la mer. Les Américains vont construire un avion qui est beaucoup plus meilleur, qui est utilisable sur mer et sur terre. Alors l'avion américain, c'est logique, il faut acheter l'avion américain. Mais économiquement, les Anglais sont obligés à construire quand même l'avion inférieur. On saura au mois de juillet si l'Angleterre est décidée à acheter des avions AWACS ou si elle fait cavalier seul, ce qui ne manquerait pas de compliquer l'harmonisation européenne sur le plan militaire, ce que les experts appellent la standardisation, dont on trouve une illustration avec le char allemand Roland II. Le grand problème qui se pose à l'OTAN en ce moment, c'est le problème de la standardisation. Si vous avez une division de l'armée de la Bundeswehr d'un côté et une division américaine, en ce moment même, l'échange de certaines parties vitales est impossible. Les dernières discussions entre les deux ministres de la Défense ont mené quand même à un certain accord en général. Et on s'est arrangé en principe que certaines parties soient interchangeables, voire le canon principal et les chaînes du char. Ce serait déjà grand-chose. La tentation américaine est donc forte d'imposer à ses alliés du matériel made in USA, comme le fameux F-16. Malgré ces pressions, l'OTAN est appelée à élargir son alliance, avec demain, peut-être, l'Espagne. Restons dans l'aviation. L'Airbus retrouve du tonus. Deux bonnes nouvelles, coup sur coup, aujourd'hui. D'abord, cette déclaration du président de la compagnie américaine Eastern Airlines. Si nous sommes contents de notre location d'Airbus, nous pourrions en acheter plus de 50. Et puis, cette information qui nous vient du Japon, où l'Airbus pourrait être vendu là-bas aussi.
C'est demain que la France accueille le Premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau, un mélange de séjours privés et de visites officielles ponctué par un déjeuner vendredi avec Valéry Giscard d'Estaing. Il n'est pas très difficile d'imaginer que le problème du Québec sera au programme des conversations entre les deux hommes. C'est en effet une épine dans le pied du gouvernement fédéral canadien depuis novembre, depuis que les élections au Québec ont amené au pouvoir une large majorité favorable, sinon à l'indépendance, du moins à une large autonomie. Mais le mouvement est amorcé depuis bien plus longtemps que cela. Tout avait commencé il y a 17 ans avec une chanson. Dans mon pays, les gens se taisent, endurent, apprennent et se cramponnent dure semaine. Mon pays, quand il te parle, tu n'entends rien tellement c'est loin, loin, loin. Au Québec, tout a commencé par la chanson. En 1960, cet homme, Claude Léveillé, a pris les armes, ses armes, et a déclenché ce qu'on appelle ici la Révolution tranquille. La victoire aux élections du 15 novembre dernier du Parti québécois, qui veut séparer le Québec du Canada, n'est qu'une étape de plus dans la longue prise de conscience d'un peuple à la recherche d'une patrie, cette patrie que chante Léveillé. C'est la chanson qui a réveillé les gens ici. Ce petit matériau dont vous vous servez, vous, en France, comme étant une chose gentille parfois et souvent AM, pour nous, elle est devenue une arme très importante en 60. Ça a débloqué. Ça a provoqué non seulement la nation, le peuple québécois, mais ça a provoqué aussi tout l'état-major québécois, tous ceux qui avaient les pouvoirs de faire quelque chose, les gouvernements. Et ce n'est que plus tard, le 15 novembre dernier, qu'en plus l'horreur, là, commence à poindre ces espèces de journées qui s'annoncent important pour le Québec. René Lévesque, Premier ministre, chef du Parti québécois. Il veut donner au Québec une véritable souveraineté en bouleversant le système fédéral canadien. Pour les Canadiens anglais, il veut détruire le Canada. Il est évident que si on réussit, on va détruire une certaine forme institutionnelle, en partie en tout cas, en ce qui concerne le Québec, du Canada tel qu'il existe. Mais ça ne veut pas dire de détruire la réalité canadienne. Ça pourrait au contraire être un stimulant qui lui permettrait, dans un nouveau contexte et une nouvelle forme d'association entre le Québec et le Canada, qui permettrait au Canada lui aussi d'avoir un avenir beaucoup plus stable et beaucoup plus prometteur. Le quartier Saint-Henri, à Montréal. Ici, on parle français. Ici, on n'est pas bien riche. Ici, on a voté massivement pour René Lévesque. Mais la politique, c'était en novembre dernier. Ce printemps, ce qui soulève les passions à Saint-Henri, surtout chez les jeunes, c'est le hockey. Traditionnellement, la seule façon pour un Canadien français de réussir à l'échelle de tout le continent nord-américain, c'est encore le hockey. Cette équipe, les Canadiens de Montréal, est la meilleure de toute la ligue professionnelle nord-américaine, sans doute la meilleure du monde. Quand les Canadiens gagnent, c'est une victoire du Québec tout entier. À travers les Canadiens sur la glace, à travers René Lévesque en politique, c'est tout le Québec qui prend sa revanche sur les anglophones. Il est bon, par exemple, que nos compatriotes de langue anglaise soient sur la défensive, parce qu'ils sont nerveux de ce temps-ci. Ils sont très nerveux, ils ont peur. Ils se réveillent. Faut pas les endormir en disant, ben écoutez, ça sera pas si grave que ça, non. Vous savez, moi j'ai toujours considéré le Québécois, et ça c'est constant dans notre histoire. Un Québécois, je pense que c'est beaucoup un Américain qui parle français, parce que même si je vais souvent en France, même si plusieurs des nôtres nous allons en France, même si on se sent bien chez vous, on sent qu'on n'est pas des Français, on n'est pas des Européens. Et nous avons, je pense, une perception américaine du pays. Cette perception différente vient de l'histoire. Les paysans normands, poitevins, bretons, qui sont arrivés ici en 1640, ont dû s'adapter à une terre, à un climat, à une nature qui leur était inconnue. Un exemple, l'érable, dont la feuille est devenue l'emblème du Canada. Chaque année, Guy Lefebvre, agriculteur à Saint-Benoît, vient dans la forêt entailler le tronc des érables pour recueillir la sève. Après évaporation, ce jus fournira du sirop d'érable et du sucre d'érable.
Ce qui était pour les premiers Québécois la seule source de sucre est devenu une tradition, mais aussi un rite. Quand la sève coule des érables, c'est que l'hiver se termine. Un rite auquel participent tous les Québécois. Chaque week-end, les citadins se pressent dans des cabanes à sucre au bord des routes pour manger du jambon arrosé de sirop d'érable, pour boire du jus d'érable, pour danser. Chaque année, les Québécois fêtent ainsi la fin de l'hiver. Mais en ce printemps 1977, on fête aussi la fin d'une nuit politique qui a duré 2 siècles et la naissance d'un nouveau Québec. Mon pays, quand il te parle, tu n'entends rien tellement c'est loin, loin, loin. Alors si tu me dis, mais enfin, l'éveillé, tu es un chanteur rock, tu es un chanteur pop, et as-tu des influences américaines, viens-tu d'Angleterre, ça swing-tu, ça? Mon vieux, je m'excuse, moi je suis d'une autre planète à ce moment. Et ce que je fais vient à partir de racines très profondes qui s'appellent un pays à faire. C'est beau. J'ai une information tout à fait surprenante à vous donner. Mertens n'a pas gagné l'étape d'aujourd'hui dans le Tour d'Espagne. C'est l'Espagnol Melero qui l'a remporté. Le Belge conserve tout de même son maillot de leader. Peut-être a-t-il été troublé par les sanctions qui viennent de pleuvoir sur les cyclistes belges par suite de dopage. 1 mois de suspension pour Eddy Merckx, 3 mois de suspension avec sursis pour Mertens. En automobile, c'est une journée presque historique qu'ont vécu les sportifs français. Ils ont en effet découvert une voiture tricolore qui courra bientôt en Formule 1. Une voiture pour la première fois construite par ce qu'on appelle un constructeur classique, c'est-à-dire une usine qui fait aussi bien des voitures de tous les jours. Je veux parler de Renault. Enfant caché du sport automobile depuis 3 ans, la Formule 1 a été présentée par sa mère, la régie Renault, ce matin. Vêtue d'un ensemble jaune qui souligne parfaitement sa ligne, la dernière née de la régie est séduite par son charme. Ses mensurations, empattement 2,5 m, largeur arrière 1,525 m, poids 600 kg. Ce bébé éprouvette revêt sur le plan technique une particularité, son moteur est un 1500 cm3, 6 cylindres en V, équipé d'un turbocompresseur développant 500 chevaux. La Renault est la seule Formule 1 qui utilise ce système. Ses pédiatres, ses mécaniciens qui la suivent depuis sa naissance, estiment que ce moteur permettra à leur apprentie championne de réaliser rapidement d'excellentes performances. De nombreux pilotes lui ont bien sûr fait la cour et son tuteur, Gérard Larousse, a accordé son volant à Jean-Pierre Jabouille. Première sortie officielle du couple, théoriquement le Grand Prix de France début juillet. Auparavant, la Renault sera testée sur le circuit de Jarama où vient de se dérouler le Grand Prix d'Espagne afin de comparer ses performances à celles des autres Formule 1. La même opération sera renouvelée après le Grand Prix de Belgique à Zolder. Cette nouvelle sur laquelle nous ne ferons aucun commentaire, une femme de 52 ans que l'on accusait d'avoir laissé mourir de faim son fils débile mental a été cet après-midi acquittée par la cour d'assises de l'Oise. Le temps pour terminer, il n'est pas prêt de se remettre au printemps, le ciel sera couvert demain sur toute la moitié nord, température sans grand changement sur la moitié sud, il y aura davantage d'éclaircies avec une hausse des températures. Je ne peux terminer tout à fait sans vous apprendre qu'un grand monsieur a quitté ce matin le territoire français. Ramsès II est reparti pour le Caire. Ça faisait 7 mois qu'il se reposait, se soignait à Paris. Et c'est Alice Saunier-Céité qui l'avait accueilli en France, qui l'a raccompagné très poliment ce matin au Bourget. Bon voyage. Dernier rendez-vous avec l'actualité Betty Duro. Après les dossiers de l'écran vers 23h30. Bonsoir à tous. À demain.